Vous nous rejoignez peut-être à l'instant, vous êtes en direct de la foire de Montpellier-Languedoc-Roussillon sur la région en direct, le plateau de télévision où cet après-midi on va parler de glisse et plus précisément de sport de vent. Voici la chronique, c'est près de chez vous. Alors comme chaque jour à 15 h, on va évoquer différents thèmes qui vont être abordés par un journaliste de la région. Aujourd'hui c'est Alain Verpillat. Bonjour Alain. Bonjour Jean-François. Tout va bien? Tout va bien, c'est parfait. On parle de glisse, de sport, de vent, avec de très beaux invités aujourd'hui. Exactement, je vous remercie Jean-François. Avec 220 km de côte et des conditions météo particulièrement favorables, le Languedoc-Roussillon possède tous les atouts pour devenir le pôle mondial du kitesurf. Ce sport de glisse, né dans notre région, représente un potentiel unique pour développer ici une réelle activité économique. Pour en parler aujourd'hui, 3 invités, spécialistes des sports de glisse et des sports extrêmes. Alors tout d'abord, Jean-Michel Mostassi, vous êtes membre du conseil d'administration de l'association KLR, qui regroupe les pros du kite en Languedoc-Roussillon. Vous êtes également président du club de kitesurf de Villeneuve-les-Maglones. Vous êtes organisateur du FestiKite, qui a lieu chaque année en mai. Et vous êtes aussi au comité directeur de la Ligue régionale de vol libre, dont dépend le kitesurf. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Alain, donc c'est bien ça. À vos côtés, donc Valérie Salle, vous êtes ancienne sportive de haut niveau, plusieurs fois championne de France de planche à voile. Vous avez été championne du monde en 1985 et aujourd'hui vous êtes chargée de mission du mondial du vent de Leucate-la-Franquie. Bonjour Valérie. Bonjour. Et enfin, Hervé-André Benoît. Vous êtes créateur du Festival international des sports extrêmes, plus connu sous le nom de FISE. Vous êtes patron de la société Hurricane, basée à Lunel. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'association KLR. Et vous êtes également directeur du magazine de kitesurf Stance. Bonjour Hervé. Bonjour à tout le monde, bonjour. Alors, nous allons commencer justement par le FISE avec quelques images de la dernière édition qui a eu lieu il y a quelques mois, au mois de mai. Alors Hervé, vous venez de décrocher un contrat de 3 ans pour l'organisation du FISE World en Malaisie. La signature avec le ministre du Tourisme malais a eu lieu fin juillet à Kuala Lumpur, en présence de Nicole Bricq, notre ministre du Commerce extérieur. Expliquez-nous ce qu'est le FISE World Series. On a, fin 2012, décidé de monter en puissance le FISE sur le concept vraiment du FISE Montpellier qu'on a développé depuis 17 ans et de faire un circuit mondial avec différentes disciplines qu'on peut retrouver sur le FISE, c'est-à-dire le BMX, le skate, le roller, le mountain bike et le wakeboard. Et on a fait un appel à candidature internationale, comme toutes les grosses manifestations sportives, pour organiser dès 2014 3 épreuves du type du FISE Montpellier. Donc c'est pour ça qu'on aura Montpellier au mois de mai, on aura un événement en Malaisie au mois de septembre et un événement en Chine au mois d'octobre. Et le but, il est d'arriver à comprendre un petit peu mieux tous ces sports-là, essayer un petit peu de les fédérer autour d'une labellisation FISE World Series et de faire un classement général par discipline avec un prize money en fin d'année et puis une mise en avant des différents riders dans les différentes disciplines. Est-ce que cette opération en Malaisie va avoir des retombées économiques positives pour votre entreprise Hurricane ? Depuis qu'on a signé en juillet, l'événement est encore loin puisqu'on a encore 11 mois, mais on anticipe vraiment le volume de travail à venir. Donc on a déjà embauché 2 personnes. C'est vrai qu'au sein du Hurricane, on développe aussi des skateparks, on fabrique des skateparks, donc on a des personnes qui travaillent
dans l'atelier à fabriquer, à souder. Donc c'est aussi un deuxième jeu de structure qu'on doit avoir parce que les plannings vont être assez serrés entre la World Series, mais on a également aussi une tournée française de SIDA qui s'appelle la SFR Phys Experience. Donc on a à peu près maintenant de planifier pour 2014 quasiment une vingtaine d'événements. Donc développement de structure. Donc oui, à moyen terme, on pense qu'à à 1 an, on va encore embaucher 4-5 personnes et à 2 ans, on devrait embaucher 6-8 personnes. D'accord. Autre pays, la Chine. Vous allez organiser 3 éditions du FIS à Chengdu dès l'année prochaine. Oui, comme la Malaisie, on a signé sur 3 ans. Donc on aura une étape à Chengdu. La ville de Montpellier nous a beaucoup aidé dans cette démarche-là. Et l'objectif, il est sur 2014 de vraiment mettre un gros pied en Asie, à la fois sur la Malaisie avec l'ASEAN Series et au niveau de la Chine, vraiment couvrir toute la zone asiatique pour aller justement en perspective de 2015, plus ouvrir 2 nouvelles dates sur le continent américain, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Et éventuellement, on a des opportunités aussi sur le Moyen-Orient. Donc voilà, l'objectif, il est à 2016 d'avoir 6 dates de la World Series. Donc 3 en 2014, certainement 4 ou 5 en 2015 et 6 en 2016. Est-ce que vous avez déjà des pistes sur le continent américain ? Oui, on a des pistes, on est actif depuis plus d'1 an. On a Olivier qui est directeur du développement international qui est sur un gros salon Limex à Las Vegas la semaine prochaine. On démarche quand même beaucoup et puis c'est vrai qu'on a une nouvelle la semaine dernière qui est tombée qui nous en termes de business est assez intéressante, c'est que quand même les X-Games se sont retirés de tout le marché mondial hors États-Unis en annulant 4 des 6 événements qu'ils avaient prévu de faire. Donc c'est vrai que c'était notre principal concurrent sur la scène internationale, donc ça nous laisse plus d'espace et surtout de nombreuses villes qui du coup viennent de plus en plus vers nous et nous demandent de leur organiser un événement. Donc le FIS est extrêmement connu à l'étranger. Le FIS commence à être connu, il n'a pas encore la notoriété des X-Games, mais notre objectif clairement, il est à 2 ans d'arriver à être sur la même notoriété que les X-Games, avec une approche d'organisation de compétition, de développement de notre sport, du choix des disciplines qui est quand même bien différent, qui est beaucoup plus sur une approche européenne, je dirais, beaucoup moins motorisée que les Américains apportent. On n'a pas de course de voiture. Au sein même de l'événement FIS Montpellier, on n'a pas de moto, puisqu'on est vraiment sur un format éco-event. Et au travers de ça, on développe aussi toute une médiatisation internationale qui nous permet de grossir notre notoriété. Eco-Event, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots de quoi il s'agit ? Eco-Event, on l'a mise en place il y a 6 ans. On était un des premiers organisateurs en France à le faire. L'ADEME, d'ailleurs, nous avait aidé, nous avait subventionné pour investir dans le téléski, où on avait du coup changé la traction du wakeboard. On est passé d'un jet ski à un téléski, donc je dirais sur un système électrique. Et à côté de ça, ça a été le développement des éco-cups, pareil. Maintenant, beaucoup de festivals le font, mais on a été un des premiers en France, donc avec des verres recyclables, recyclés. Du papier aussi également recyclé, des trieurs de déchets, c'est de la nuisance sonore aussi de par le fait qu'on soit en centre-ville avec la pollution sonore. Donc tous les points qu'on peut améliorer justement pour protéger notre planète, parce que je pense que nos sports, que ce soit les action sports qu'on représente le FIS et bien évidemment le kitesurf, doivent être porteurs de cette image-là. Justement, quelles sont vos relations avec les riverains du FIS ? Les relations n'ont pas été bonnes au début en fait parce que c'était une erreur de notre part. Il y a 6 ans quand on est arrivé sur les berges du Lez, on est arrivé avec le même barnum musical qu'on avait à Grammont. Et c'est vrai que là on a été mauvais. Donc on n'a pas eu une bonne image au début. Dès la 2e année et jusqu'à maintenant, on s'efforce chaque année de répondre aux riverains, de les écouter, de les améliorer. Je crois qu'aujourd'hui on est vraiment tombé sur un équilibre. Et quelques riverains bien sûr sont pas super satisfaits, mais je pense que l'engouement, la jeunesse qui est présente et puis je dirais l'apport économique que l'événement peut avoir à Montpellier fait quasiment l'unanimité maintenant au niveau des riverains des berges du Lez. Justement, au sujet économique, est-ce qu'il est facile de trouver des sponsors ? Non, il n'est pas facile de trouver des sponsors. Nos sports déjà ne sont pas très connus. On se bat depuis 17 ans pour développer l'audience télé parce que c'est quand même un des nerfs de la guerre pour pouvoir trouver des sponsors. On a la chance d'avoir un événement qui accueille plus de 500 000 personnes, donc ça, c'est une vraie valeur pour les sponsors. Que ce soit les collectivités comme la région qui est quand même partenaire en presenting sponsor du FIS, donc c'est un des principaux partenaires avec SFR.
Mais c'est aussi, je crois, les marques qui aujourd'hui veulent s'associer à ce que dégage le FIS, c'est-à-dire une marque cool, justement, qui comprend les jeunes et qui essaye de suivre depuis 17 ans l'évolution de nos sports en les respectant et puis aussi en apportant chaque année des nouveautés pour les faire évoluer et ramener chaque année de nouveaux aficionados de nos sports. Vous parliez des X-Games tout à l'heure. J'imagine que le budget entre le FIS et les X-Games n'est pas du tout le même. Non, il n'est pas le même. C'est vrai qu'un événement à Barcelone qui a dû attirer près de 80 000 personnes, c'était un budget à 7-8 millions d'euros. Nous, l'événement de Montpellier qui en attire près de 500 000, on est tout juste à 2 millions d'euros. Mais force est de croire que notre modèle économique est le bon, puisque eux, ils ont décidé d'arrêter parce que officiellement leur modèle économique n'était pas rentable. Donc je pense qu'on est dans la bonne direction. Donc ça fait plaisir un peu qu'une petite société du Languedoc-Roussillon vienne titiller Disney, ça fait plaisir. Quelles seront les nouveautés de la prochaine édition du FIS à Montpellier? Alors une des premières nouveautés, on l'a annoncé avec Montpellier Event, c'est d'organiser, pas sur l'événement, sur les Bergulès directement, parce qu'on est vraiment sur une approche éco-événement, mais de faire dans l'Arena le jeudi 29 mai une compétition chaude freestyle motocross. On l'a enlevé depuis 6 ans et chaque année on nous le redemande. Donc on s'est mis en association avec l'Arena pour proposer un show qui sera lui par contre payant parce que le modèle économique est complètement différent, mais qui proposera, on aura à peu près 5500 places à la vente, ce qui va partir rapidement vu la fréquentation qu'on a sur le FIS, donc ce sera ceux qui auront dégainé le plus tôt. Mais je pense que ça apportera un côté encore plus aérien et en parallèle une soirée qui va permettre de soulager un petit peu les riverains sur les berges du Lez et puis qui vont amener, associer à la fois l'image du FIS qui est assez forte dans Languedoc-Roussillon et puis la Parc Suite qui a aussi une très forte image. Une épreuve de kitesurf pendant le FIS, est-ce que c'est envisageable? Ça a été en 97, le FIS a été le premier événement à téléviser du kitesurf. C'était Raphaël Salle qui était venu avec Laurent Ness et Manu Bertin. Et on a fait, dans les premières années, on était une des épreuves du Kiteboard Pro Tour. C'est à l'époque où on était à Palavas, donc ça s'y prêtait bien. Aujourd'hui, ça s'y prête absolument plus. Et il y a des contraintes météorologiques en kitesurf, et je pense que Valérie en parlera, qui sont très contraignantes. Le fait d'avoir du vent qui est pas forcément, qui est assez hostile pour le public. Donc je pense que le FIS aujourd'hui en marche peut-être, mais n'aura pas le kite à court terme. Bien. Vous me donnez l'occasion de parler du kite. Donc on va passer à vous, Valérie. Mais avant tout, on va regarder quelques images donc, de la dernière édition du Mondial du Vent. C'est un sujet qui a été tourné donc, au mois d'avril dernier. Au mois d'avril, oui, tout à fait. D'accord. Alors Valérie, pour le Mondial du Vent, en 2014, pour la 18e année, le Mondial du Vent accueillera pendant les vacances de printemps la crème de la crème des riders en kitesurf et en windsurf. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement majeur dans l'univers des sports de glisse? Tout à fait. Cet événement donc, comprend différentes compétitions à une déferlante d'animation pour le grand public. Alors donc on a d'abord une Coupe du Monde de kitesurf. Vous l'avez vu sur les images, c'était les gens qui faisaient des figures. Ils sont notés par des juges. Et puis on fait donc une double élimination sur ce circuit-là avec les meilleurs riders. Et après on a une compétition de vitesse. Vous avez vu les images. Les gens vont très vite en bord de plage. C'est un duel entre windsurfer et kitesurfer. Ça s'appelle la Soch Cup. Voilà. Et puis on a une troisième compétition qui est une compétition amateur de longue distance pro-am,
qui ira donc Jean-Michel Cour. On a beaucoup de compétiteurs, on a une centaine de compétiteurs. Et c'est très beau, ils partent tous en même temps sur la même ligne de départ. Ça fait de très très belles images. D'accord. Pourquoi avoir choisi le 4 La Franquie pour le Mondial du Vent? Alors le 4 est l'un des meilleurs spots européens, l'un des plus vantés. La tramontane arrive très très forte, vous l'avez vu sur les images, c'est très très fort. On a eu des claques à 55 nœuds cette année. Ça permet d'abord de faire des records de vitesse, d'aller très vite. Et puis ensuite, ça permet aussi de monter très 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 haut au niveau des sauts. Vous avez vu, elle arrive 3 quarts offshore et les riders font des sauts en bord de plage. D'accord. Justement, contrairement à d'autres sports, vous êtes extrêmement tributaire des conditions météo. Comment est-ce que vous faites, par exemple, pour gérer une absence de vent? Bon, absence de vent. Bon, déjà, on a donc dans le village différentes animations pour le public. Donc le public, il a toujours quelque chose s'il n'y a pas de compétition, puisqu'on a presque une vingtaine d'animations sur le même site. Et ensuite, si au niveau des riders, on fait des interviews, des plateaux télé, des interviews, des dédicaces, on essaye d'occuper le public comme ça, quoi. Voilà. Et au télé, on a toujours les images. Sur 9 jours, en fait, on a toujours à peu près 6 jours de vent. Et on utilise les images. 6 jours de vent sur 9 jours, c'est ça? En principe, on a presque 50% ou 60% de jours de vent, à principe. C'est pour cette raison que vous avez choisi cette période pour le Mondial du Vent? C'est surtout parce qu'à Port-le-4, il y a plus de vent qu'à Montpellier. Donc, on a une forte chance d'avoir du vent dans ces périodes-là, quoi. D'accord. On a toujours couru le Mondial du Vent. On prévoit une période par rapport à Hervé. Donc, on est sur une période de 9 jours exprès pour essayer de valider à tout prix les courses. Et les jours où il n'y a pas de vent, ça s'appelle la waiting period, comme en surf, comme les épreuves de surf. Quand ils n'ont pas de vagues, ils attendent en waiting period. Mais nous, on rajoute des animations sur le site. D'accord. Et quel type d'animation, par exemple? On a du BMX, justement, comme Hervé. Du slackline, des initiations au stand-up paddle, des initiations au kitesurf, des initiations des acrobranches, élasto-trampoline. Enfin, il y a différentes animations pour le grand public. Est-ce que vous aurez des nouveautés pour la prochaine édition, l'édition 2014? Justement, je ne l'ai pas dit, mais une nouveauté pour 2014, on rajoute une épreuve de windsurf avec des modules. Donc, ça sera la nouveauté de cette année. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris d'épreuve de windsurf. On rajoute cette épreuve-là parce qu'on la trouve vraiment spectaculaire. Les gens vont pouvoir envoyer des sauts énormes sur ces modules-là, quoi. Cette année, l'acteur José Garcia était le parrain du Mondial du Vent. Est-ce que pour l'année prochaine, vous pouvez nous donner un nom? Donc, José Garcia reste parrain de la manifestation cette année. Et on verra donc en fonction de ses tournages s'il peut venir ou pas faire quelques runs de kitesurf comme il avait fait l'année dernière. Et c'était donc vraiment plu et on avait fait de beaux reportages avec lui. Il avait découvert le sport de l'E4 très vanté justement. Donc José Garcia est un kitesurfer? Oui, est un kitesurfer, super kitesurfer, accro. Vous avez pratiqué avec lui, Hervé, non, je crois? Oui, on a pratiqué plusieurs fois ensemble à Bauduc et on va faire un reportage en Martinique justement au mois de janvier ensemble. Et c'est un féru de kite et tout comme Valérie, avec Valérie, ce qu'il a envie, c'est d'aider le sport, de le populariser pour que tous les acteurs puissent bénéficier de son image. Il y a quelques années, il était venu sur le FIS, il y a 2 ans, je crois. Oui, il était parrain du FIS il y a déjà 4 ans. Il est venu 2 fois déjà. Et il essaiera de repasser comme avec Valérie, justement en fonction de ses tournages. Mais fervent supporter de ces sports-là, il a fait déjà 1 ou 2 belles émissions de télé et il n'a pas envie de montrer qu'il a la grosse tête dans ces sports, mais en tout cas, il en est passionné d'avion, passionné de moto. Il aime bien les montées d'adrénaline. D'accord, très bien. Jean-Michel. Alors, Jean-Michel, vous êtes membre du conseil d'administration de l'association KLR, donc qui regroupe les pros du kitesurf en Languedoc-Roussillon. Le kitesurf est devenu plus qu'un simple jeu pour amateurs de sensations fortes. Ce sport de glisse qui est né au milieu des années 90 dans notre région a développé à la fois un circuit mondial mais aussi une industrie. Vous êtes par ailleurs patron du FestiKite. Est-ce que vous pouvez nous présenter le FestiKite?
Oui, bien sûr. Donc le FestiKite a été créé en 2006. C'était un petit peu l'occasion de montrer au grand public et aux gens qui gèrent en fait toutes les communes, de démontrer que le kitesurf, ce n'était pas que des gars en short fluorescents qui étaient sur les plages et qui pratiquaient un petit peu à l'anarchie. Donc on a voulu prouver à tout le monde là qu'on était capable de s'organiser, qu'on était capable de réunir l'ensemble des pratiquants, des commerçants kitesurf, mais aussi des industriels kitesurf, pour proposer en fait du test de matériel, de la petite compétition conviviale, et de réunir en fait les écoles de kite pour faire pratiquer les débutants. Donc, et à partir de ce moment-là, cette unification a permis de pouvoir ouvrir un petit peu plus les esprits des communes pour nous accepter, notamment en Languedoc-Roussillon, sur des espaces de pratique. Voilà. Ça s'est passé, ça se passe toujours sur la commune de Villeneuve-les-Maglones, qui a été précurseur en fait en termes d'accueil de zones de kite en fait. Et depuis, nous avons continué, nous avons évolué. Le FestiKite, qui reste comparativement au FIS et au Mondial du Vent un événement totalement amateur et bénévole, c'est la fête du kite comme son nom l'indique. On réunit aujourd'hui l'ensemble des marques en fait, de kitesurf qui viennent exposer le matériel, qui viennent également le faire essayer aux riders, pas forcément compétiteurs. On est devenu également étape du championnat de France de speed crossing. En 2013, il y a eu une nouveauté, il y a eu une petite épreuve de freestyle également, mais du freestyle qu'on va appeler old school, c'est-à-dire du freestyle plus spectaculaire avec des sauts bien plus importants plutôt que les figures classiques actuelles du new school qui représentent les figures du wakeboard en quelque sorte. Voilà, donc le FestiKite aujourd'hui c'est une trentaine de marques présentes, c'est une centaine de compétiteurs. Je ne serais pas capable de vous dire le nombre de public que ça génère. En tout cas, ça fout bien le bordel sur le parking de Villeneuve-les-Maglones et l'accès à Palavas. Et puis voilà, on est fiers de notre petit événement qui restera à son niveau. Voilà, pour 2014, nous avons très récemment été sollicités pour organiser un Kite Tour Europe, donc qui est le niveau de compétition européen en kitesurf, freestyle et longue distance. Voilà, on est en train d'y réfléchir un petit peu avec la région Languedoc-Roussillon, avec le département et éventuellement avec des partenaires privés qui viendraient nous rejoindre. Donc tout ça c'est en étude. À défaut, on restera sur le même format que l'année dernière, que les années passées, c'est-à-dire une étape de championnat de France de speed crossing, une petite démo de freestyle, du test de matériel sur 800 mètres de plage et sur la belle plage de Villeneuve-les-Maglones. Et quelles sont les dates du prochain FestiKite ? Ce sera courant mai, justement, les dates vont être fixées avant la fin du mois d'octobre. D'accord. Donc par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes membre de KLR. Quels sont les objectifs de cette association ? Alors l'objectif de l'association Kite Languedoc-Roussillon, c'est un objectif qui est purement économique en quelque sorte. Hein. C'est pouvoir réunir l'ensemble des entités professionnelles en fait, du kitesurf en Languedoc-Roussillon, les accompagner en termes de développement. Permettre en fait toutes les activités connexes en fait au kitesurf, notamment en ce qui concerne les hébergements, le tourisme, et vraiment montrer que la région Languedoc-Roussillon en fait est la mecque mondiale en fait du kitesurf, puisque c'est vraiment ici qu'on dénombre le plus. Vous le pensez vraiment ? Ah oui, sincèrement, j'en suis convaincu, au même titre qu'Orosima dans les Landes, avec on va dire avec un petit coup de pouce de la région prochainement, je suis persuadé que le Languedoc-Roussillon ne va pas devenir, sera le pôle mondial du kitesurf. D'accord. Parce qu'on sait que le kite génère du plaisir, mais est-ce que le kite génère également du business ? Le kite génère du business, même si, comme tout business, en 2012-2013, il y a la crise financière qui est venue s'en mêler. Le kitesurf n'a pas été énormément impacté, puisque ça reste quand même, les écoles sont pleines, les commerçants en fait, vendent toujours autant de matériel. De plus en plus de personnes veulent se mettre au kitesurf. Et donc en termes de business, je pense qu'on en est encore qu'au début. Voilà. Et chaque année, on retrouve plus d'emplois créés dans le kitesurf que de débauches en fait. D'accord. Hervé, vous me disiez que les professionnels de la filière kite vous laissent inspirer du phénomène surf en Aquitaine. C'est ce que disait Jean-Michel. C'est vrai que quand on a créé la KLR au début, on s'est quand même mis comme objectif et comme vision l'Eurosima, qui est l'association des professionnels en Aquitaine de toutes les sociétés de surf. Tout le monde connaît des Quicksilver, des Rip Curl, des Billabong. Et l'objectif, c'est que nous, justement, au niveau de Languedoc-Roussillon, on puisse unir toutes les sociétés autour du kite. On en avait identifié 80.
il y a 5 ans lors de notre première réunion. Et l'union fait la force, donc c'est pouvoir déjà faire des partages de savoir, de mettre des opérations de communication en commun. Il y a tout un axe de développement sur la recherche et développement, parce qu'il faut des logiciels pour développer les ailes de caille. Donc on essaye de trouver des financements pour que justement les sociétés de la région de Languedoc-Roussillon puissent avoir un outil professionnel bien spécifique qui ferait la différence par rapport aux autres entreprises qui seraient dans d'autres régions du monde. Oui, comme disait Jean-Michel aussi, on le dit haut et fort depuis maintenant près de 20 ans. Le sport est quasiment né à Montpellier, avec Laurent Ness, avec Raphaël Salle. Les frères Le Guignou avaient fait un petit peu des essais en Bretagne et Madu Bartin à Hawaï, mais on reste vraiment historiquement le berceau du kitesurf. Et je crois que déjà aujourd'hui, le nombre d'industriels présents dans la région en font la région au monde la plus développée autour du kitesurf. Après, également comme disait Jean-Michel, il y a un potentiel énorme et c'est vrai qu'on a besoin de, nous, association KLR, de soutien de collectivités comme la région Languedoc-Roussillon, parce qu'on est capable et on est porteur de projets qui vont développer également en parallèle du tourisme. Et ça, je pense que c'est un mot-clé aussi pour la région. Et le kitesurf, et comme je vous disais, que la région Languedoc-Roussillon est un vrai lieu dans le monde entier pour la pratique de ce sport-là. Donc on a un réel atout et une pépite dans les mains. Est-ce qu'on a, Hervé ou Jean-Michel, est-ce qu'on a une idée du nombre d'emplois que représente la filière kite en Languedoc-Roussillon? C'est pas évident comme chiffre à donner, mais je pense que si on part sur 80 sociétés, en moyenne, on a peut-être 5 employés par société, sans parler, je dirais, des sociétés annexes derrière. Donc oui, peut-être 400, 500 emplois au minimum, sachant qu'il y a des écoles de kite qui ne sont pas forcément référencées. Certains il y a sites des emplois web aussi saisonniers en plus. Il y a énormément d'emplois saisonniers. Il y a un gros renfort parce que les écoles de kite sont fermées de toute façon pendant toute l'année. Elles sont ouvertes que de avril à septembre, octobre maximum. Et une fois de plus, les écoles sont pleines. On le voit cette année. De mon côté, j'ai également une école de kite et ça a extrêmement bien marché. Donc il y a un énorme développement à venir. Et je reviens dessus, mais si on a le soutien des collectivités, c'est un énorme levier économique et touristique pour la région. Jean-Michel, je m'adresse à vous en tant que membre de la Ligue régionale de kitesurf, donc dont dépend Ligue régionale de vol libre, dont dépend le kitesurf. Combien y a-t-il de licenciés en Languedoc-Roussillon? Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais si je me réfère aux 18 000 licenciés en France, je crois que le kitesurf en Languedoc-Roussillon représentait pratiquement... je crois que c'est un quart ou pratiquement la moitié en fait, des licenciés en France. Donc pour vous dire si la région Languedoc-Roussillon est quelque part au premier rang français des licenciés kitesurf. Donc voilà, c'est ici que ça se passe en fait. Hein. Et quelle est la politique justement de la Ligue régionale pour développer le kite dans notre région? Alors la politique, c'est bien sûr de s'entourer de toutes les collectivités pour pouvoir communiquer sur ce qu'est le kitesurf, comment il se pratique, comment il s'installe sur les communes. Mais également, il va y avoir aussi des projets qui ont déjà commencé, le pôle excellence à l'ECAT, le pôle espoir. Ce sont des pôles nationaux justement de formation qui vont former les compétiteurs au haut niveau, puisque le kitesurf est passé sport de haut niveau cette année. Il sera certainement et prochainement un sport olympique, donc ça va aller dans ce sens-là, mais pas seulement, donc, puisque en relation aussi avec l'association KLR, elle œuvre énormément auprès des communes pour développer les zones de pratique. Ça, c'est quand même le plus important et c'est la base en fait pour la Ligue, la fédération et même l'association KLR de développer des espaces de pratique dédiés à la pratique du kitesurf. Après, il y a des projets handi-kite sur lesquels les personnes handicapées pourront pratiquer le kitesurf sur des catamarans dématés, donc du katakite handi-kite. Voilà, donc principalement. Et on travaille petit à petit, main dans la main. On installe aussi des zones de pratique, on essaie de les pérenniser. Justement, combien y a-t-il de zones de pratique ? Alors je crois qu'actuellement des zones officielles, parce qu'il y a celles qui sont officielles et déclarées, ça représentait 16 zones de pratique officielles en Languedoc-Roussillon. Et si on calcule le nombre de spots, on peut multiplier par 4 pratiquement. Voilà. Des spots, on va dire, un petit peu plus sauvages, sur lesquels il n'y a ni interdiction ni autorisation. D'accord.
Oui, là-dessus, c'était important de faire un petit... au niveau des zones de kite, la problématique pour la pratique du kitesurf, elle est pendant les zones estivales. Et donc, c'est pour ça que pendant la zone estivale, on ne peut pratiquer que dans des zones dédiées. C'est là où il y a les seules zones. Et donc, du coup, à partir de mi-septembre, fin septembre, je dirais que la mer nous est un peu rendue. Bien, eh bien, je pense que c'est la fin de l'émission, n'est-ce pas, Jean-François? La fin de cette belle chronique. Hein. Merci à vous trois d'être venus. Je vous remercie. Merci à vous. Interviewé par Alain Verpillat. On retrouvera cette chronique, non pas demain, mais lundi, à nouveau, c'est près de chez vous. On est en direct donc, de la foire de Montpellier, ici en direct du stand de la région Languedoc-Roussillon. Et tout à l'heure, après le jeu, puisqu'on va à nouveau vous faire gagner des cadeaux ici sur le stand de la région, après le jeu, on parlera des enfants et d'art culinaire ludique, avec une designeuse qui s'appelle Cornelia. Elle est juste derrière moi, elle est en train de se préparer. Puis ce sera vers 18 h, Dominique Laporte, sommelier, qui lui nous parlera des vins et des saveurs olfactives, si j'ose dire, de ce qu'on trouve dans vos verres ici avec nos vignerons. Allez, à tout à l'heure. Merci encore à vous trois. Merci à Alain. Et à lundi pour C'est près de chez vous.